Pour commencer, j'ai choisi de nommer ce cours « Henri Corbin à la reconquête de l'imaginal ». Dans un des ouvrages d'Henri Corbin, il y a une préface de Gilbert Durand nommée « La reconquête de l'imaginal ». Et c'est un peu mystérieux et je voudrais vous montrer ce soir pourquoi on pourrait dire que Henri Corbin, dans son travail, est parti à la reconquête de l'imaginal. Un cours en 4 parties. Dans une brève introduction, je vais vous présenter très rapidement qui est Henri Corbin et le contexte dans lequel il a écrit, avec quelques ouvrages de référence. Dans une première partie, on va regarder l'imaginal dans la métaphysique perse du Moyen-Âge. Dans une deuxième partie, on va regarder comment la notion d'imaginal a disparu dans la philosophie occidentale au Moyen-Âge. Dans une troisième partie, on va revenir à la métaphysique perse et à ce qu'en a montré Henri Corbin dans les notions d'épistémologie et de prophétologie, qu'on prendra le temps d'expliciter tout à l'heure. Et dans une quatrième partie, on va regarder les questions d'herméneutique. Ce sont des questions dont nous avons déjà parlé en disant qu'il y a plusieurs fonctions à l'imagination et que l'une de ces fonctions est une fonction herméneutique. Et tout à l'heure, dans cette quatrième partie, je prendrai aussi le temps de vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et dans une conclusion, si du moins l'heure n'est pas trop passée, dans une conclusion, je vous présenterai quelques perspectives que peuvent ouvrir ces réflexions sur l'imaginal. Henri Corbin est né en 1903, il a vécu 75 ans, il est mort en 1978. Henri Corbin est un historien, c'est un traducteur et c'est un philosophe. C'est un traducteur au sens où c'est quelqu'un qui avait une facilité sur les langues et il avait un regard, on pourrait dire, multilingual, un regard pour aborder un texte avec plusieurs façons de le penser car plusieurs constructions sémantiques possibles pour étudier un texte, comprendre un texte. Et vous verrez tout à l'heure que c'est une notion qui est relativement importante dans son travail. Il a étudié auprès de Coiré, il a étudié auprès de Louis Massignon, qu'il a fini par remplacer à l'EPHE. Il a étudié avec Heidegger, auquel il a pris, entre guillemets, la notion d'herméneutique. Il a été intervenant régulier des cercles d'Eranos pendant 25 ans. Et il a fini par diriger les études à l'EPHE, où il était directeur d'études sur islamisme et religion de l'Arabie. C'est à Henri Corbin que nous devons tout le travail que nous allons présenter ce soir sur la philosophie perse, sur le fait que dans cette philosophie, il existe un domaine particulier, un domaine que Henri Corbin a eu bien du mal à traduire, et il s'y est repris à plusieurs fois jusqu'à proposer en latin les termes mundus imaginalis et en français le terme imaginal. Quelques ouvrages de référence. Tout d'abord, je vous renvoie à son article Mundus imaginalis ou l'imaginaire et l'imaginal, écrit en 1964. D'autres ouvrages plus conséquents, L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, Avicenne et le récit visionnaire, Face de Dieu, face de l'homme, herméneutique et soufisme. Et enfin, il y a différents documents audio que vous pouvez trouver sur Internet où vous verrez la parole, le verbe en action, la pensée en action de Henri Corbin. Et je trouve que c'est intéressant d'aller l'écouter parler pour voir comment il pense tous ces sujets-là. Autre ouvrage de référence, l'ouvrage de Sohravardi, L'archange empourpré. Ce sont des traités de Sohravardi qui ont été traduits et commentés par Henri Corbin. Et les commentaires d'Henri Corbin dans cet ouvrage sont absolument somptueux et complètent de manière très pédagogique la pensée qu'il a essayé de nous ramener. Je vous recommande aussi à nouveau l'ouvrage de Cynthia Fleurist. C'est un ouvrage collectif assez court, Imagination, imaginaire, imaginal. Et enfin, l'ouvrage de Jean-Jacques Venenburger, L'imaginaire, un ouvrage assez synthétique aussi, ouvrage qu'il a réédité il y a un an, donc il a mis à jour il y a un an. Et sur ce point de départ, pour commencer à nouveau, regardons dans une première partie ce que Henri Corbin nous montre de la métaphysique perse avec les notions d'imaginal et d'imagination créatrice. Alors d'abord, quelques influences historiques qui sont en amont de la philosophie perse. Je ne me rappelle plus, c'est en amont ou en aval. Quelques influences historiques qui sont venues vers la philosophie perse médiévale. Il faut déjà prendre en compte que l'islam est pluriel. Tout comme nous avons un christianisme pluriel,
L'islam est pluriel et il a intégré des courants de pensée, des courants philosophiques qui lui étaient antérieurs. Et ce dont Henri Corbin traite ici, c'est de l'islam soufi perse, on pourrait dire de la région de l'Iran actuellement, l'islam soufi perse de la période médiévale où il s'est intéressé à des auteurs, surtout dans la période du Xe au XIIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle. Quelques courants qui étaient antérieurs et qui se sont greffés les uns dans les autres. Tout d'abord, la théosophie orientale de la lumière, et là on va retrouver le travail du zoroastrisme qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, le travail de Platon au 4e siècle avant Jésus-Christ, le travail de Hermès et tout le courant hermétique, et les écrits, la parole révélée du prophète Mohammed au 6e siècle. On retrouve d'un autre côté une influence de la doctrine de l'intelligence agente. Et l'idée ici, si on la résume de manière caricaturale, c'est l'idée qu'il y a une possibilité de se relier à une connaissance transcendante, mais sans intermédiaire. Je laisse un petit silence ici pour que vous puissiez l'intégrer. Et c'est une doctrine qu'on retrouve pendant et avant l'époque médiévale, une doctrine dite de l'intelligence agente. Et ici, on va retrouver le travail d'Aristote, le travail d'Alexandre d'Aphrodise, le travail de saint Augustin, d'Avicenne et d'Averroès, et de manière un petit peu plus avancée dans le temps, le travail de saint Thomas d'Aquin. D'un autre côté, on trouve un texte qui s'appelle la théologie d'Aristote. Et là, ça devient un peu compliqué parce que ce texte n'a pas été écrit par Aristote. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la transmission et on l'a prêté à Aristote, ce qui fait qu'on se retrouve avec un texte qui s'appelle la théologie d'Aristote et qui est assez éloigné de la pensée d'Aristote, ce qui peut surprendre de prime abord. En fait, ce texte a été écrit par Plotin, qui est un néoplatonicien. Et ici, dans ce texte, on va retrouver l'idée qu'il y a trois domaines, trois types d'hommes, trois façons de faire l'expérience d'exister en tant qu'homme. Un homme corporel, lié à sa propre matière, un homme intellectuel, lié à son propre raisonnement, et un homme spirituel qui est lié à un ensemble de choses qui ne sont ni l'un ni l'autre. Les principaux auteurs perses médiévaux qui sont étudiés par Corbin et dont je vous ramène une pensée ce soir pour des raisons que nous allons expliquer au fur et à mesure de la soirée, eh bien, tout d'abord Avicenne au Xe siècle, Al-Ghazali au XIe siècle, Sohravardi au XIIe siècle, Ibn Arabi sur lequel Henri Corbin fait un focus assez important, XIIe, XIIIe siècle, Haïdar Amoli au XIVe siècle, Mir Damad et Moula Sadra au XVIIe siècle. Ce qui nous rapproche petit à petit depuis le Xe siècle, ce qui nous rapproche du XVIIe siècle où, comme vous le savez, en Occident, il va y avoir une révolution intellectuelle qu'on a appelée la philosophie des Lumières. Dans toute cette philosophie que je vais résumer ce soir sur le terme philosophie perse médiévale, on retrouve trois domaines de connaissances. Il y a le domaine sensible, c'est le monde de la matière que nous pouvons expérimenter avec nos capteurs sensoriels. C'est l'expérience sensible que nous faisons du monde. Il y a le monde intelligible, c'est le monde de nos concepts, c'est le monde de nos abstractions, c'est le monde de nos raisonnements, mais il est séparé de la matière. Et puis, entre les deux, il y a un autre domaine, c'est le domaine de l'imaginal, dans lequel on va retrouver par exemple des idées imagées, dans lequel on va retrouver des notions de figures archétypales, des notions de corps subtil, des notions de corporéité immatérielle. Chacun de ces domaines a des organes de perception. Bien sûr, pour le domaine sensible, nos organes de perception sont nos capteurs sensoriels. Pour le domaine intelligible, notre organe de perception, généralement on l'appelle l'intellect ou le mental, même si c'est moins bien décrit que nos capteurs sensoriels que nous connaissons mieux. Et pour l'imaginal, l'organe de perception, c'est l'imagination active. Alors, si pour l'instant, ça ne fait pas sens, je vous renvoie au cours précédent, on avait pris le temps d'expliquer un peu ça. Alors, pour la cohérence du réel, aussi on peut le dire quand même rapidement, quand nous faisons expérience du monde sensible, un ensemble de photons ou un ensemble de sensations sur nos capteurs sensoriels, eh bien nous faisons face à un monde qui est accidentel, qui est incohérent. Il n'a pas de cohérence. Quand nous sommes en lien avec l'intelligible, il y a une certaine cohérence du réel, mais elle n'est pas en lien avec la matière. Par exemple, un champ d'abstraction, ou le carré de l'hypoténuse par exemple, eh bien ce n'est pas directement en lien avec l'expérience que nous faisons du monde sensible. Et entre les deux, il y a l'imaginal qui va permettre un sas du sensible vers l'intelligible ou de l'intelligible vers le sensible et qui va donner une cohérence. Si à ce stade-là vous ne comprenez plus, là c'est normal.
car l'imaginal est en soi un domaine de connaissance, et voilà ce que nous ramène la philosophie perse médiévale. Alors regardons un petit peu d'où ça vient. En arabe, on a les termes de alam al-mital, qu'on peut traduire par monde des images ou monde des analogies. On a le terme de malakut, l'idée d'un royaume souverain. On a l'idée d'un nakja abad, le pays du non-nous, le pays du non-où. On pourrait dire le pays de nulle part. Mais Henri Corbin propose comme traduction que le plus juste, on aurait pu l'appeler une utopie, c'est de dire que c'est le pays du non-où. Et tout ce concept-là, Henri Corbin choisit de le traduire par mundus imaginalis, le monde imaginal, qu'il finira par nommer tout simplement imaginal. Quelques définitions. Mital veut dire simultanément archétype et image. Et il s'agit ici d'une région de l'esprit qui est objective. Ce n'est pas une région subjective. Je pourrais dire par exemple, l'ensemble de mon vécu, je peux me le remémorer, eh bien, c'est une donnée subjective de ma psyché. Et la proposition ici dans cette philosophie, c'est qu'il s'agit au contraire d'une région objective de l'esprit, une région accessible par tous. On peut dire que c'est un lieu, le lieu des visions théophaniques, on pourrait dire le lieu des visions prophétiques, le lieu des visions des expériences mystiques, et de manière moderne, peut-être pas si mystique que ça, et on pourrait dire le lieu des gestes des épopées héroïques. C'est-à-dire que nous avons des récits héroïques qui se ressemblent tous un peu et qui ont des gestes communs. Eh bien, ces gestes, dans quel endroit arrivent-ils avant que quelqu'un les imagine et les écrive? Depuis cette philosophie, dans l'imaginal. On pourrait dire aussi que c'est une scène, c'est l'endroit où arrivent les événements visionnaires. Et pour qu'il y ait une vision, eh bien, il faut bien qu'il y ait quelque chose dans lequel cette vision se déploie pour que je puisse en faire expérience. Et manifestement, une vision, ce n'est pas un concept. Et une vision, ce n'est pas une perception sensible. Et ici, nous ne parlons pas d'hallucination, mais on pourrait parler de quelque chose qui est assez proche de l'expérience que nous faisons, par exemple, dans nos rêves. Alors, tout ça va nous faire des correspondances, par exemple des correspondances avec le monde des idées chez Platon, les idées platoniciennes, et des correspondances avec l'inconscient collectif dont nous avons déjà longuement parlé. On peut rajouter l'idée que ce mundus imaginalis est un lieu de passage, un lieu de transformation de l'individu, un lieu de réalisation de soi. D'autres types de correspondances, certains auteurs proposent l'idée qu'il contient une image qui devance toute perception. Et tout à l'heure, on parlera un peu d'épistémologie, on va prendre le temps d'expliquer pourquoi on peut dire que cette image, elle devance la perception. Et ici, on a une correspondance avec l'épistémologie du Mahayana. Et on pourrait dire enfin que c'est un a priori qui exprime l'être le plus profond de la personne. Un a priori car le monde imaginal va venir doubler le monde sensible. Et ici, on retrouve ce que nous avons vu l'année dernière avec le jeu de projection, ce que nous projetons sur le réel et sur le sensible. Ce sont des points de vue d'une partie de la psychologie moderne et de la psychanalyse. Donc là, si vous comprenez de moins en moins, c'est assumé. On va voir sur la suite si ça peut se clarifier. L'imaginal, on peut le dire comme un domaine de connaissance. Tout comme nous avons comme domaine de connaissance le sensible et comme domaine de connaissance l'intelligible. Et quand nous disons domaine de connaissance, nous pourrions dire ce dont nous avons conscience, ce que nous pouvons expérimenter, ce que nous pouvons connaître. Et tout comme nous avons ces deux domaines, sensible, intelligible, l'imaginal est proposé ici comme un troisième domaine de connaissance. Est-ce que ça c'est clair pour moi? Super. À côté de cela, nous avons l'imagination qui est un mode de connaissance et qui est l'organe de perception de quelque chose. Si une vision est perçue, elle est perçue par quoi? Par mes yeux? Pas vraiment. Par mes concepts et mes abstractions? Non plus. Elle est perçue, et c'est la proposition de cette philosophie, elle est perçue par l'imagination, qui est donc un moyen de connaître, un mode de connaissance et un organe de perception. On peut parler, du moins ces auteurs vont parler, excusez-moi, sur la base de ces auteurs, Henri Corbin va traduire en parlant de imagination créatrice, imagination active ou imagination agente, qui est un mode de connaissance, une capacité à connaître quelque chose. Ces auteurs insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une faculté organique, mais qu'il s'agit d'une faculté spirituelle. Et là, ça va nous demander un peu de précaution pour comprendre quel est pour eux le sens du mot spirituel.
on peut le rappeler puisqu'on l'a déjà dit tout à l'heure, eh bien c'est ce qui n'est ni sensible ni intelligible. Et nous pourrions dire que c'est une faculté imaginale. L'imagination va connaître certains types de fonctions. Par exemple, et nous en avons déjà parlé, une fonction poétique et créatrice. Elle est liée à un univers qui est propre à cette fonction et elle est en lien avec un univers objectif. Par exemple, cette fonction n'est pas mise en jeu si je me rappelle d'un souvenir qui m'est personnel. Une fonction noétique, une fonction qui permet d'avoir accès à de la connaissance, nous pourrions dire une fonction qui nous permet d'avoir conscience de quelque chose, qui va nous permettre d'accéder à un monde suprasensible. Encore une fois, méfions-nous du jeu des traductions. L'idée ici est de dire qu'il s'agit de quelque chose qui est par-dessus le sensible. Et on va prendre le temps de le décrire un peu tout à l'heure. Une fonction herméneutique qui va permettre d'avoir de la signification, de donner du sens et qui va articuler le sensible et l'intelligible. Une fonction médiatrice, une fonction qui va agir comme un média, qui permet d'être en lien avec quelque chose et qui permet d'être en lien avec quoi? Eh bien d'être en lien avec les données de l'imaginal. Et enfin, et nous le verrons un peu plus en détail tout à l'heure, une fonction dite théophanique, une fonction qui permet une révélation. Et il est important de prendre en compte que toute cette philosophie baigne dans un a priori théiste. Et pour ces auteurs, il n'est pas spécialement question de remettre en cause le fait que l'existence de Dieu est une stricte réalité pour eux. Nous parlerions donc ici d'une fonction théophanique au sens d'une fonction qui permet une révélation divine. Et ce qui va être intéressant dans le déroulé de ce cours, c'est de regarder ce qu'on peut faire si on est dans un autre type d'a priori, un a priori athéiste, sans prendre part sur un a priori ou sur un autre, pour dire que, eh bien, si on arrive d'un point de vue athéiste, il s'agit d'une révélation qui n'est plus de nature divine, mais que nous pouvons faire expérience d'une révélation. Je vous renvoie dans les expériences que nous avons faites les dernières semaines à l'un d'entre vous qui avait donné comme compte-rendu d'expérience de dire « j'ai fait l'expérience de la compréhension ». Et j'avais dit « ah, tu as expérimenté de la compréhension ». Et cette personne m'avait répondu « non, non, c'était la compréhension ». Eh bien ici, nous serions dans un domaine de type une fonction théophanique qui permet d'avoir des révélations. Je regarde cette slide en me demandant si j'ai vraiment bien fait de la rédiger et de vous lancer là-dedans, mais allons-y. Nous pourrions dire que nous sommes dans une forme d'idéalisme théiste. Je voulais quand même proposer avec un point d'interrogation parce que les catégories philosophiques de la philosophie perse médiévale ne correspondent pas à nos catégories philosophiques modernes, de dualisme, de monisme, de théisme, de gnosticisme, même d'animisme, de panthéisme. En fait, il ne s'agit pas de tout ça. Ce serait forcer ces philosophies à rentrer dans nos cases à nous. Or, dans nos cases, il manque une case puisque nous avons le sensible et l'intelligible et nous n'avons pas l'imaginal. Il est donc un peu difficile de les faire rentrer dans nos cases. Mais si on essaye de le faire pour essayer d'approcher leur point de vue, on pourrait dire que ces philosophies s'articulent sur deux idées. Une idée idéaliste puisque on pourrait dire que le monde est imaginé par un agent qui n'est pas le sujet conscient. Alors là... voilà, je vous laisse vous arracher un peu les cheveux dessus. J'ai jamais prétendu à ce que ce soit compréhensible comme ça en un claquement de doigts. Je ne vais pas faire, bien sûr. Le monde sensible est imaginé par un agent et l'homme, il est récepteur, il est capteur de cela. Il n'est pas tant sujet que expérimenteur du réel. On pourrait dire d'un certain point de vue, de ce point de vue idéaliste, que c'est l'univers qui se perçoit lui-même, tandis que l'homme s'attribue un moi qui perçoit l'univers. Nous sommes ici un peu au cœur, c'est un résumé un peu caricatural, mais nous sommes un peu ici au cœur de la pensée idéaliste. Et néanmoins, c'est également une pensée théiste, puisque cette philosophie va proposer l'idée qu'il y a une intelligence qui est autonome, qui est immanente, qui est agente de tout, et qu'il n'y a pas de séparation entre un créateur et la créature. Ce qui est important de prendre en compte, au-delà de ces spéculations philosophiques, ce qui est important de prendre en compte, c'est que cette philosophie perse médiévale n'est pas une spéculation intellectuelle. C'est un ensemble de doctrines philosophiques extrêmement précis, très détaillées, d'une part,
et d'autre part qui s'appuie sur des expériences directes. Ce n'est pas le fruit d'un simple concept, et c'est tout l'objet du cours de ce soir. C'est le fruit d'une expérience directe de quelque chose que ces auteurs ont essayé de retranscrire de manière conceptuelle via des données sensibles, par exemple l'écriture. Alors voilà pour un aperçu général de cette philosophie médiévale perse qui nous ramène la notion d'un imaginal. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Ça vous paraît clair ? Ok. Maintenant, voyons comment cela s'éloigne un peu de la pensée occidentale, où Henri Corbin montre que l'imaginal a disparu à peu près à l'époque médiévale. En effet, au XIIe siècle, on voit une fracture entre la philosophie perse et la philosophie occidentale. Pour faire bref, dans l'islam perse, au XIIe siècle, l'avicénisme se développe. La pensée d'Avicenne, vous pouvez aller lire si ça vous intéresse pour en savoir un peu plus, on pourrait dire de manière générale c'est une pensée néo-platonicienne. On est un peu dans la philosophie, du moins dans la métaphysique de Platon. On n'est pas dans les points de vue politiques de Platon. Et au XIIe siècle, cette pensée d'Avicenne va commencer à se teinter du néoplatonisme, du zoroastrisme, la pensée de Zarathustra, qui remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il va y avoir un mélange entre ces deux pensées dans un contexte d'islam, et cela va déboucher sur une forme de théosophie de la lumière et sur une doctrine ésotérique où l'un des points clés, c'est que la spéculation philosophique, le jeu des croyances philosophiques, est corrélé à une expérience directe. Dans la même période, en Occident, l'avicénisme disparaît progressivement. Et c'est au contraire les idées d'Aristote, qu'on appelle généralement le péripatétisme, ce sont les idées d'Aristote, et notamment au travers du travail de Averroès, qui vont se développer. Et on va voir en Occident, et donc dans un milieu chrétien, on va voir un mélange de la pensée d'Aristote via le travail d'Averroès et de la théologie chrétienne qui va donner ce qu'on appelle la scolastique. Voilà pour le contexte, et je ne pense pas que ce soit très intéressant de connaître ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un écart qui se creuse. Là où il y avait un échange, et vous le savez, le monde islamique et le monde chrétien ont beaucoup communiqué en termes philosophiques. Et là, il va y avoir un écart qui se creuse et deux pensées qui ne se comprennent plus, entre guillemets. Ce qui est important, c'est qu'avec la disparition de l'avicénisme et avec l'apparition de la scolastique, la notion d'imaginal comme mode de connaissance va disparaître. Nous sommes au Moyen-Âge, environ au XIIe siècle. L'imaginal disparaît petit à petit, et puis va se développer la philosophie médiévale, puis va arriver la philosophie des Lumières, puis progressivement va arriver ce que nous connaissons aujourd'hui, matérialisme, dualisme, et nous en sommes encore là aujourd'hui. Et nous voyons comment, en presque 10 siècles, nous en sommes arrivés aujourd'hui à une philosophie occidentale dans laquelle l'imaginal n'existe pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas en tant qu'expérience que nous pouvons faire du monde, mais il n'est plus connu, au profit d'une métaphysique, notre métaphysique, qui reconnaît l'existence du monde sensible que nous pouvons expérimenter avec nos capteurs sensoriels, d'un intelligible, d'une raison, d'un champ d'abstraction que nous pouvons expérimenter par des organes, peut-être, du moins par un moyen intellectuel. Et c'est tout. Voilà ce qui nous reste. Comme nous l'avions dit au début de ce cours, l'imaginaire a été relayé au rang de non existant, irréel, n'ayant pas de réalité. Nous en faisons pourtant expérience. Et voilà ce que nous pouvons dire de cette fracture importante qui commence au XIIe siècle. Alors sur cette base-là, Henri Corbin est très partisan. On pourrait dire qu'il est un peu fâché par cette situation, qu'il regrette terriblement. Et vous pourrez l'écouter en audio, on entend bien à quel point il se sent impliqué. Pour lui, c'est une vraie tragédie, sans vouloir faire de jeu de mots avec des métaphores. Pour lui, c'est une vraie tragédie, la disparition de l'imaginal. Et il va critiquer ça de manière assez véhémente en disant que l'héritage moderne des Lumières, eh bien, c'est nous, l'héritage moderne des Lumières. L'héritage moderne des Lumières, pour Henri Corbin, a falsifié la philosophie et la métaphysique. Et je vous ai pris quelques exemples d'auteurs, ça c'est ce qu'on trouve dans ses ouvrages. Par exemple, chez Platon, nous avons fait disparaître la notion de mythe et nous avons gardé la notion de logique binaire.
Chez Descartes, nous avons fait disparaître la notion de songe et nous avons conservé la notion de méthode. Chez Auguste Comte et chez Fechner, nous avons fait disparaître la notion de mysticisme pour garder ce qui va accoucher ultérieurement sous la forme de la science et du positivisme. Chez Hegel, nous oublions la notion d'esthétique pour garder la notion de logique. Et si vous regardez les notions qui sont conservées, logique binaire, méthode, positivisme, logique, nous avons les bases sur lesquelles nous avons proposé ce que nous appelons la méthode scientifique. Quel est le résultat? Eh bien, il va y avoir une herméneutique impossible, c'est-à-dire une compréhension, une traduction, une appréhension impossible des applications mystiques qui sont dans les récits symboliques, et notamment dans la noétique, dans la façon de décrire comment fonctionne l'esprit de Avicenne. Est-ce que ça vous paraît toujours clair? Ok. Clair, mais peut-être pas très fonctionnel jusqu'ici. Alors si c'est le cas pour l'instant, ça a l'air d'être le cas pour l'instant, c'est normal. Nous sommes toujours dans un résumé du contexte philosophique dans lequel nous sommes aujourd'hui pour essayer d'appréhender quelque chose que nous avons zappé depuis plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, Henri Corbin dit, je ne vous l'ai pas mis ici, mais Henri Corbin dit, il y a eu de la résistance à tout ça. Hein. Il y a les fidèles de l'amour, les compagnons de Dante, il y a les Rosicruciens, il y a la voie de la franc-maçonnerie, il y a tout un ensemble de voix qui ont essayé de dire, mais il y a un autre domaine, il y a une façon d'appréhender le symbole. Mais en termes modernes, on dirait que ces voix n'ont pas été vraiment mainstream, et encore aujourd'hui, eh bien, elles ne sont pas dans la pensée populaire. Ça nous amène à ce qu'on pourrait appeler les temps modernes, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors ce que j'ai appelé les temps modernes, c'est pour vous faire un résumé de où nous en sommes aujourd'hui au XXIe siècle, sur une pensée que nous héritons de la pensée du XIXe siècle. Alors pour le coup, c'est une proposition que je vous fais. Nous sommes dans un paradigme des temps modernes où il n'y a que deux domaines de connaissance, le sensible, l'intelligible. Alors, le domaine de l'imaginal est attribué soit au monde du sensible, soit au monde de l'intelligible. Et s'il est attribué au sensible, et c'est souvent au sensible qu'il est attribué, il va être attribué au domaine du sensible, au monde matériel, mais sous une forme de matière qui nous serait cachée. Et toute cette idée commence au XIXe siècle où nous commençons à découvrir des phénomènes très étranges comme l'électromagnétisme, l'électricité. Et vous savez, si vous avez lu un peu les chercheurs qui ont fait ces découvertes, ça a quand même beaucoup agité les Occidentaux qui se sont mis à spéculer. Quelle est donc cette matière qui est invisible? À quoi est-elle reliée? Alors au XIXe siècle, nous allons avoir une attribution de l'imaginal à la physique non perceptible. Par exemple, nous allons avoir une interprétation matérialiste, mais dans une matière cachée et invisible, de toutes les doctrines médiévales. S'il existe en effet une matière que nous ne pouvons pas voir, des bandes de fréquences électromagnétiques qui nous sont invisibles, alors tous ces écrits qui nous parlent de quelque chose d'invisible à nos yeux ne sont pas des allégories. Ça nous parlait évidemment de cette matière cachée. Et voilà comment, au XIXe siècle, l'imaginal va être compris, et cela va teinter les mouvements spirites et les mouvements syncrétiques dits théosophiques. Au XXe siècle, la situation va légèrement bouger. Nous allons commencer à découvrir via l'anthropologie d'autres systèmes de pensée qui nous étaient inaccessibles avec la pensée révolutionnaire que ces gens pourraient avoir raison dans leur propre point de vue. Pensée nouvelle pour l'homme du XXe siècle. Et nous allons proposer, et j'en avais parlé dans le cours sur James Hillman, une rationalisation des pratiques traditionnelles en leur prêtant par exemple une pensée animiste. Je vous rappelle, ce que nous avions vu il y a 2 semaines, une pensée animiste dont la définition est prêter une âme vivante à des objets inanimés. Et je vous avais dit, peut-être que nous sommes passés à côté de la pensée de ces personnes. Peut-être que leur intention n'est pas de considérer ces objets comme inanimés et encore moins de leur prêter une âme. Nous allons avoir au XXe siècle une interprétation de l'imaginal, une interprétation matérialiste des doctrines orientales. Là où au XIXe siècle, on a accès aux doctrines médiévales parce que ce sont les doctrines de notre terre, au XXe siècle, on va voir arriver de nombreuses doctrines qui arrivent de l'hindouisme, du bouddhisme, du taoïsme, et elles vont être interprétées de manière matérialiste. Au XXe siècle, dans
tout cet ensemble de pensées, de façons d'essayer de comprendre ce dont ces textes peuvent bien nous parler. Nous allons voir un mouvement syncrétique fédérer tout un ensemble d'idées, c'est la base du syncrétisme, et ce mouvement s'appelle le New Age. Au XXIe siècle, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons, face à tous les phénomènes que nous pourrions dire inexpliqués, nous avons une confusion avec deux possibilités. Soit nous faisons une confusion entre le matérialisme et le dualisme. Alors nous allons dire, tout est matière, mais en même temps il y a le corps et l'esprit, et oh, arrêtons de nous prendre la tête avec ça, les deux reviennent au même. Eh bien non, les deux ne reviennent pas au même. Ce sont au contraire deux partis pris très différents qui ont des implications très différentes. De l'autre côté, nous allons avoir une confusion entre matérialisme et idéalisme. Et cela va donner lieu, et c'est ce que nous voyons d'ailleurs fortement aujourd'hui, cela va donner lieu à des spéculations sur une hybridation entre la matière et la conscience. Il y a actuellement des tentatives, et qui sont là à juste titre d'ailleurs, des tentatives de se dire, et si la conscience venait du monde subatomique ? Eh bien, nous voyons ici qu'il y a une volonté de réunir un monisme matérialiste et un monisme idéaliste. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et du coup, les expériences qui sont en dehors de nos paradigmes, les expériences qui ne correspondent pas à notre science, à nos compréhensions du monde et à nos méthodes pour approcher ces expériences, eh bien, ces expériences, nous n'avons aucun paradigme moderne pour les appréhender. Alors, nous pouvons citer par exemple ici les Near-Death Experiences, les Out-of-Body Experiences, les expériences de magnétisme par exemple, ou les constatations de guérison à distance. Et ce que l'on constate, c'est que là où nous en sommes aujourd'hui, aucun de nos paradigmes occidentaux modernes ne permet de tenir compte de l'imaginal. Nous avons deux domaines de connaissance, sensibles, intelligibles, et un domaine de connaissance imaginal est oublié, et nous y attribuons son contenu, soit au sensible, soit à l'intelligible. Est-ce que ça va toujours jusqu'ici? Ok. Donc si je résume ce qu'on vient de voir, on a pris une demi-heure pour dire quelque chose d'assez simple. En Occident actuellement, il y a des choses dont nous faisons expérience, et nous ne savons pas trop bien quoi en faire. Est-ce qu'elles font partie du monde sensible? Pas vraiment. Est-ce qu'elles font partie de notre champ d'abstraction, de raisonnement et d'entendement? Non plus. Est-ce que quelque chose réunit les deux? On ne va quand même pas revenir au dualisme. Et on est bien mal à l'aise face à tout ça. Et si on revient quelques centaines d'années en arrière, nous avions des doctrines qui nous parlaient d'un autre mode de connaissance, d'un mode de connaissance qui s'appelle l'imaginal, qui permet peut-être d'appréhender autrement toutes ces expériences. Si on résume ce que je viens de présenter, l'idée n'est pas de dire toutes ces expériences sont l'imaginal, ce serait un raisonnement extrêmement hâtif. L'idée est de dire que peut-être que l'imaginal peut nous aider à les appréhender autrement. Ce qui nous amène sur des questions d'épistémologie.